Il y a des idées qui sont tellement étranges qu'elles ne remettent pas seulement en question la science, mais carrément la structure même de la réalité. Et non, on ne parle pas ici de science-fiction ou de je ne sais quelle spéculation mystique, on parle d'hypothèses qui sont nées directement des équations les plus solides de la mécanique quantique. Et parmi elles, il y en a une qui est particulièrement vertigineuse, presque insensée. Et si là, à cet instant précis, une infinité d'univers parallèles coexistaient avec le nôtre? Juste à côté, mais complètement inaccessible. Une version de soi qui aurait fait un autre choix, pris une autre route, et qui mènerait une vie radicalement différente. Ça, c'est le cœur de la théorie des mondes multiples. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette idée qui défie l'entendement. C'est une exploration qui pourrait bien faire douter de l'unicité de notre propre monde. Bon, alors, pour comprendre d'où vient cette idée un peu folle de mondes multiples, il faut remonter à la source. Tout part d'un paradoxe, d'une sorte de fissure béante dans notre compréhension de la réalité. Et cette fissure, elle est illustrée par l'une des expériences de pensée les plus célèbres et les plus troublantes de toute la physique. On est en 1935, le physicien Erwin Schrödinger imagine ce scénario, un peu pour souligner à quel point les lois quantiques sont bizarres quand on les applique à notre monde. Imaginez, un chat est enfermé dans une boîte avec un atome radioactif. Si l'atome se désintègre, un mécanisme mortel se déclenche. S'il ne se désintègre pas, le chat reste en vie. Le problème, c'est que la mécanique quantique nous dit que tant qu'on n'a pas observé l'atome, il est dans une superposition des deux états. Il est à la fois désintégré et non désintégré. Le sort du chat est donc mathématiquement lié à cet état, ce qui le rend, contre toute logique, à la fois vivant et mort. Et c'est là que tout coince. C'est là que notre intuition se fracasse contre le mur des mathématiques. Dans notre vie de tous les jours, on n'observe jamais un état comme ça, un état hybride. On ouvre la boîte et le résultat est clair et net. Il y a donc un conflit direct, une contradiction fondamentale entre la description mathématique du monde quantique et la réalité, elle, unique qu'on perçoit. Du coup, la question devient inévitable. Et elle obsède les physiciens. À quel moment précis est-ce que la réalité abandonne toutes les autres possibilités pour n'en garder qu'une seule? C'est ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Mais le point crucial, le détail qui change absolument tout, c'est que les équations fondamentales de la mécanique quantique, elles ne décrivent jamais cet effondrement, ce fameux choix. C'est cette absence, ce silence dans la théorie qui va ouvrir la porte à une idée complètement différente. Face à ce problème, face à cette équation qui semble incomplète, une solution radicale a été proposée en 1957. Elle vient d'un jeune et audacieux physicien de Princeton, Hugh Everett. Et sa solution, c'est simplement de faire ce que personne n'osait faire avant lui, prendre les équations au pied de la lettre sans essayer de les corriger. L'idée d'Everett est aussi simple qu'elle est déconcertante. Et si la réalité ne choisissait jamais? Et si, au lieu de s'effondrer, la fonction d'onde se divisait pour, en quelque sorte, accommoder toutes les possibilités? Dans ce scénario, il y a un univers où le chat est vivant et un autre univers tout aussi réel où le chat est mort. Chaque résultat potentiel de l'expérience n'est plus une simple possibilité, mais une réalité à part entière. Pour bien se le représenter, c'est simple. Il suffit d'imaginer un carrefour. Notre expérience nous dit qu'on doit choisir une route. L'autre devient un chemin non emprunté, une simple pensée, un « et si ». Everett, lui, il dit non. Il dit que l'univers se divise. Une version de la réalité, avec une version de soi, continue sur la route de gauche et une autre, tout aussi réelle, prend la route de droite. Et chacune ignore complètement l'existence de l'autre. Si on suit cette logique jusqu'au bout, ça veut dire que l'univers ne progresse pas comme une ligne droite, mais plutôt comme un arbre qui se ramifie en permanence, à une vitesse folle. Et des événements quantiques, il y en a partout, tout le temps, dans chaque atome de l'air qu'on respire, dans chaque neurone de notre cerveau qui s'active. On ne parle donc pas de quelques univers parallèles, mais d'une arborescence gigantesque, avec un nombre de branches qui augmente de façon exponentielle à chaque nanoseconde. Cette idée de monde multiple, aussi étrange qu'elle paraisse, a un avantage. Elle offre une explication étonnamment élégante à un autre phénomène quantique célèbre pour sa bizarrerie. Un phénomène qui a longtemps tourmenté Einstein lui-même. L'intrication, c'est quand deux particules sont liées de façon si profonde que si on mesure une propriété de l'une, on connaît instantanément la même propriété chez l'autre, et ce, même si elles sont à des années-lumière de distance, à l'autre bout de la galaxie. Pour Einstein, cette connexion instantanée, qui semblait plus rapide que la lumière, c'était une action fantomatique à distance. Pour lui, c'était une absurdité qui prouvait que la mécanique quantique était incomplète. Sauf que l'histoire a donné tort au grand homme. En 1982, les expériences révolutionnaires du physicien français Alain Aspect ont prouvé, sans l'ombre d'un doute, que cette connexion étrange est bien une caractéristique fondamentale de notre univers. L'action fantomatique, elle est réelle. Le cosmos est bien plus bizarre qu'on ne le pensait.
Alors, comment l'interprétation des mondes multiples résout ce paradoxe? C'est simple. En fait, il n'y a pas de message magique qui voyage plus vite que la lumière. Au moment où on mesure la première particule, l'univers se divise. Dans une branche, on observe le résultat A pour la première particule et son résultat lié pour la seconde. Dans une autre branche, on observe le résultat B et son équivalent. Aucune information n'est transmise. On entre simplement dans une des branches de la réalité qui existait déjà potentiellement. Le fantôme, il disparaît. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, il faut se confronter à l'échelle de tout ça. Une échelle absolument ahurissante et à ses implications directes, presque intimes, pour chacun d'entre nous. Si chaque interaction quantique provoque une bifurcation, essayons juste de visualiser l'échelle. La lumière qui frappe la rétine, les molécules d'air qui entrent dans les poumons, les signaux électriques dans le cerveau. À chaque instant, la réalité se démultiplie. Le nombre de mondes créés est au-delà de tout ce que l'esprit humain peut même commencer à concevoir. Ce n'est pas une simple addition, c'est une explosion silencieuse et exponentielle de mondes. Petite précision importante ici, pour éviter la confusion. Ce multiverse quantique est différent du multivers cosmologique. Celui-ci vient de la théorie de l'inflation après le Big Bang et il suggère que notre univers n'est qu'une bulle parmi d'autres avec des lois physiques qui pourraient être différentes. Dans les mondes multiples d'Everett, non. Toutes les branches partagent exactement les mêmes lois fondamentales de la physique que les nôtres. C'est le même univers, mais dans une version infiniment ramifiée. Et là, on en arrive à des questions beaucoup plus personnelles, presque philosophiques. Si quelque part, dans cette immense arborescence, il existe une version de soi qui a accepté cette offre d'emploi, et une autre qui l'a refusée, une qui a déménagé, une qui est restée, qu'est-ce que ça veut dire, le concept de regret? Le regret pour une décision non prise. Cette autre vie, elle n'est pas perdue, elle est simplement vécue par une autre version de soi. C'est là que le vrai vertige commence. On ne parle plus seulement de maths ou de physique, mais d'une question existentielle sur notre identité, sur nos choix, sur notre place dans cette réalité absolument foisonnante et infinie. Si cette théorie est correcte, chaque décision, chaque action, aussi minuscule soit-elle, ne supprime aucune possibilité. Au contraire, elle crée une nouvelle branche de la réalité où l'alternative se réalise. Dans une branche, on a dit oui, dans une autre, tout aussi réelle, on a dit non. Tout continue d'exister. La réalité ne serait pas une ligne droite, mais un arbre infini qui contiendrait absolument toutes les histoires possibles. La question qui vient après est inévitable et elle est profondément déstabilisante. Si chaque chemin possible est emprunté dans une branche ou dans une autre de la réalité, que signifie vraiment le fait de choisir? Est-ce que ce n'est que l'acte de prendre conscience de la branche dans laquelle on se trouve, tout simplement? Et par extension, si toutes nos actions ne font que mener à la réalisation de toutes les possibilités dans des mondes différents, qu'en est-il du libre arbitre? Ce sentiment si puissant qu'on a de choisir notre destin, de forger notre avenir, ne serait-il qu'une illusion? L'expérience subjective d'une seule conscience qui navigue sur une seule branche parmi une infinité d'autres? On termine sur cette pensée, une pensée puissante, presque poétique. Peut-être que le but de la réalité n'est pas de suivre un seul chemin, unique et prédéterminé, mais d'explorer, sans aucun jugement, toutes les avenues possibles. Et nous, dans notre monde, dans notre conscience, on ne serait qu'une seule de ces explorations infinies, une possibilité parmi des milliards d'autres, mais une possibilité pleinement vécue, pleinement réelle, une seule note dans une symphonie cosmique aux dimensions inimaginables. Ça laisse songeur quand même.